Démarrage en juillet de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Une opération qui commence 3 mois avant la présidentielle. Élection présidentielle le 26 juin au Burundi. La Cour constitutionnelle a validé mardi la candidature de Pierre Nkurunziza. Riyad accueille depuis mardi un sommet des monarchies du Golfe. François Hollande s'y est rendu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, ravi de vous y retrouver. Au Bénin, le député de l'opposition Kandida Zanaï a effectué dans la soirée d'hier sa toute première sortie officielle après son arrestation manquée. Face à la presse, le député de l'Alliance politique Union fait la nation a donné sa lecture de l'opération malencontreuse ayant provoqué l'émeute et des scènes de violence à Cotonou, la capitale économique. Kandida Zanaï intervient sur des propos recueillis par Joaillier Tonji et Floris Doussa. Je ne saurais jamais remercier ce peuple. Je m'adresserai à une autre occasion à ces milliers de jeunes qui m'ont toujours dit « Président, vous n'avez pas besoin de garde-corps dans Cotonou. » Ce que nous défendons ici, et que vous devez savoir, c'est les enlèvements. Tout a été monté pour m'enlever. Qu'est-ce que la garde présidentielle cherchait là? Première question. Est-ce que c'est la garde présidentielle qui vient délivrer une convocation? Et si c'était ça, est-ce que c'est une convocation ça? Que la garde présidentielle va venir? Écoutez, est-ce que je suis Ben Laden? Je suis Abou Bakar Shekau ou quoi? Qui suis-je? Pour qu'on envoie 25 hommes lourdement armés et des civils de la présidence armés lourdement. Pourquoi? Pour transmettre un déchet comme ça? Une tricherie comme ça? Croyez-vous que pour transmettre une convocation à quelqu'un, on a besoin de 9 véhicules, de 2 véhicules blindés, d'assiéger tout un quartier et d'envoyer 25 personnes en treillis de combat, fusil Uzi, Kalachnikov au point? Nous devons travailler à faire de notre pays une puissance démocratique. Nous en avons les capacités. Nous devons travailler à faire respecter notre constitution. Nous en avons les capacités. Nous devons travailler à ce que le prochain Parlement soit installé. Nous en avons les capacités. Nous devons travailler afin que notre peuple soit uni et fort. Nous en avons les capacités. Nous devons tirer toutes les leçons. Nous devons savoir que la liberté n'a pas de prix, que la paix n'a pas de prix. Mon combat est un combat pour la paix, pour la liberté. Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Burundi a validé mardi la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Le gouvernement propose par ailleurs la libération des manifestants arrêtés pour tenter de désamorcer la crise. La Cour a estimé que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 années n'est pas contraire à la Constitution du Burundi. Les deux camps s'opposent sur l'interprétation de 2 dispositions. L'article 96 de la Constitution prévoit que le chef de l'État est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais un autre article, le 302, stipule que le premier président post-transition est exceptionnellement élu par l'Assemblée nationale. Une ambiguïté qui stimule la polémique. Validation de candidature et relâchement des quelques 600 manifestants arrêtés lors des protestations, les 2 annonces ont été accueillies avec abdication et dans le calme à Bujumbura, où des manifestations ont repris sans heurts mardi. La décision de la Cour constitutionnelle est illégale. La loi ne l'autorise pas à se présenter pour la 3e fois, parce que pour la première fois, il s'est présenté en 2005. En 2010, il s'est présenté pour la 2e fois. Donc pour le moment, ça serait pour la 3e fois. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils disent « je ne me présenterai pas, je me suis trompé ».
même si la Cour constitutionnelle a décidé que M. le Président de la République a droit au 3e mandat, nous allons continuer jusqu'à ce que le Président change d'opinion. Les opposants jugeaient déjà la partie perdue d'avance avec une Cour constitutionnelle, selon elle, acquise au président sortant. Refusant de démobiliser, ils opposent une fin de non-recevoir à la main tendue du gouvernement. Lundi, le Rwanda lui-même, meurtri par le génocide des Tutsis en 1994, a appelé Bujumbura à protéger ses citoyens. L'élection présidentielle est prévue le 26 juin prochain. En Guinée, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lundi à Conakry. Les violences qui ont fait plusieurs blessés s'inscrivent une fois encore dans le cadre des protestations contre le calendrier électoral. De nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Conakry. La manifestation organisée par l'opposition visait une fois encore à protester contre le calendrier électoral en Guinée. En effet, l'opposition revendique la révision du calendrier, craignant des fraudes électorales de la part du pouvoir en place. Une revendication que rejette catégoriquement le président Alpha Condé. L'opposition a par ailleurs dénoncé un déploiement de policiers et de gendarmes venus cerner les domiciles de plusieurs de ses responsables. Je ne pense pas que les gens aient le droit de venir barricader ma maison et de s'installer devant. Nous avons constaté cela. Nous cherchons à trouver des alternatives à cette nouvelle situation qu'on vient de créer. Précisons que les affrontements en question ont fait une vingtaine de blessés, dont une dizaine par balle. Rappelons qu'après une journée ville morte à Conakry début avril, puis des manifestations non autorisées avec plusieurs morts et au moins une vingtaine de blessés, l'opposition guinéenne cherche depuis le 23 avril dernier à étendre sa contestation sur l'ensemble du territoire national. La phase de réparation et d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire démarrera, à en croire un responsable de la structure chargée de l'opération, en juillet. Elle commencera 3 mois avant la présidentielle d'octobre, pour laquelle le président de l'État ivoirien Alassane Ouattara fait office de grand favori. Mais avant, du 11 mai au 11 juin, les premières victimes qui souhaiteraient être indemnisés sont appelés à se faire recenser. Cap sur le Libéria à présent, l'ancien président américain Bill Clinton a visité ce pays où l'épidémie d'Ebola a tué environ 4500 personnes. Il a affirmé que le seul moyen d'empêcher la répétition d'une telle catastrophe passe par une meilleure formation du personnel de santé. Suivant un extrait de sa déclaration aux côtés de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Venir en aide comme une équipe, comme un pays, comme une nation, un peuple, une région, des partenaires pour être en mesure de résoudre Ebola. Comment pouvons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous bâtir un système de santé qui aura des soins de qualité pour assurer qu'il n'y aura pas de récidive et que nous pouvons partager nos expériences avec nos voisins pour faire en sorte qu'ils aient eux aussi 0 cas. Nous restons tous à 0 et commençons à construire nos systèmes. Nous sommes ici pour dire que nous sommes à 5 jours seulement de pouvoir célébrer, en théorie, un retour à une vie normale au Libéria. J'ai donc 2 choses à dire. Tout d'abord, vous devez être pratique. Ce que je veux dire est que les citoyens de ce pays puissent s'embrasser et ne pas avoir peur de ceux qui sont passés par cette terrible épreuve et qui ont survécu. Partout dans le monde, les gens vont être vulnérables aux épidémies, ainsi jusqu'à ce que nous ayons un personnel de santé qui cherche à identifier les problèmes et les arrêter très tôt dans les zones rurales éloignées et dans les petites villes. On se ment à nous-mêmes si nous pensons que nous ne pouvons racheter la perte que les Libériens ont souffert par tout simplement remercier ceux qui ont courageusement été présents à travers cette crise. La seule façon de racheter la perte est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, et c'est en construisant un réel système de santé.
En Centrafrique, des chefs de 8 groupes armés se sont engagés non seulement à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats, mais aussi à cesser leur recrutement. C'était lors d'une cérémonie publique à Bangui mardi. Un engagement qui intervient en pleine résolution politique de la crise qui sévit dans ce pays. Les détails. L'accord a été signé en marge du forum de Bangui. Une rencontre qui réunit près de 600 participants durant une semaine pour la réconciliation nationale et discuter de l'avenir du pays. Parmi les signataires figurent des représentants des deux protagonistes de la crise qui a secoué le pays entre 2013 et 2014, 3 factions de l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka. De 6 000 à 10 000 enfants seraient intégrés dans les différents groupes armés et rébellions qui sévissent depuis des années en Centrafrique. Ce chiffre inclut les combattants, mais aussi ceux qui sont abusés d'une autre façon à des fins sexuelles, mais aussi des cuisiniers et des messagers. Aucun calendrier n'a été fixé pour la libération des enfants concernés, mais cela est un point de départ, s'est réjoui l'UNICEF à Genève. Au fil d'une histoire marquée par les troubles, les rébellions et les coups d'État, de nombreux groupes armés parfois divisés en factions rivales se sont formés dans le pays où ils créent leur propre fief. Une quinzaine de ces mouvements sévissent encore aujourd'hui en République centrafricaine. Les secours qui se renforçaient mardi parvenaient à apporter de l'aide aux survivants des zones très touchées du Népal, où 7757 personnes sont mortes dans le séisme du 25 avril. Un certain nombre d'enfants ont survécu au séisme, mais n'en sont pas pour autant indemnes des séquelles. Eh bien, sans toit et sans école, ils doivent apprendre à vivre avec des souvenirs souvent traumatisants. Ils dessinent des maisons, même s'ils n'ont plus de toit. Ces enfants ont survécu au séisme qui a secoué le Népal, mais restent hantés par leurs souvenirs. Ma cousine est morte dans le tremblement de terre. La maison est totalement détruite et nos 2 chèvres ont été ensevelies sous les décombres. Environ 16 000 écoles ont été endommagées par le tremblement de terre. Pour éviter que les enfants ne soient livrés à eux-mêmes pendant que les parents travaillent, des organisations internationales ont mis en place des tentes spécialement dédiées, avec animateurs et activités. Maintenant, nous n'avons pas d'école. Nous étudions ici. Nous jouons, nous chantons. Je suis heureux que mes parents soient en vie. Mais ces camps sont temporaires et ne suffiront pas pour traiter le traumatisme sur le long terme. La prochaine mesure sera de fournir une formation psychosociale aux enseignants. Parce que dans un mois, les enfants retourneront à l'école. Donc si nous formons les enseignants, ils auront une meilleure idée de la façon de se comporter avec eux. Selon les estimations, 1,7 million d'enfants vivent dans les zones les plus affectées par le séisme. Un sommet des monarchies du Golfe s'est ouvert mardi à Riyad en présence pour la première fois d'un chef d'État occidental, François Hollande, alors que ces pays arabes sont confrontés à de graves crises dont la guerre au Yémen. Pour François Hollande, les intérêts pour la France restent la première préoccupation. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et très bonne suite des programmes sur SICA.